Alors, la deuxième soirée se passait chez les amis de Malakoff, où là, on a vu un autre film, qui est un film de Halima Rouali, qui s'appelle Bartha et ses filles, et qui avait pour objectif d'essayer d'échanger un peu sur la question des femmes migrantes et de leur statut en France, en sachant que Marie-Georges Buffet a fait une proposition de loi qui est en cours de travail actuellement pour qu'elles aient effectivement un statut d'autonomie, ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment. En gros, quand il y a un regroupement familial, si le couple se sépare, les femmes sont obligées de repartir au pays. Et puis ce soir, donc, on s'était dit, partons de l'Afrique. On a plein de soucis en ce moment, surtout les Africains. Et donc c'était une occasion de faire un lien entre ce qui se passe au niveau des migrants et puis aussi, quel que soit le nombre, on verra et on pourra au moins échanger un peu ce soir. Alors on a un grand panel au niveau de la coopération. Ils vont se présenter eux-mêmes. Je pense que c'est plus simple. Et puis, on pourra échanger sur les différents statuts, puisque là, ce soir, on a des SCOP, des sociétés coopératives et participatives. On a une société coopérative d'intérêt collectif et on a un membre d'une CAE. Alors, au fur et à mesure, nous expliquerons comment ça jargonne, toutes ces histoires. Et puis, vous aurez l'occasion de pouvoir leur poser un certain nombre de questions. Alors, on avait prévu à la fin, puisque je parlais de l'UMA tout à l'heure, que Sylvie Mayer, qui est présente aussi, qui est une ex-députée européenne, mais qui est surtout l'animatrice du groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire au PCF, puisse nous donner quelques éléments. Et puis, voilà, on a la chance d'avoir Corinne Parmentier, et ce soir, vous allez rester avec nous, qui est donc l'élu, l'adjointe à l'économie sociale et solidaire et un certain nombre d'autres choses de Malakoff. Voilà, une soirée de Malakoffiens et de Malakoffiennes. Et puis, je vous passe... Oui, pardon, ouais, j'ai un peu de mal avec le féminin, donc est-ce qu'on peut allumer la lumière? Ah, c'est très agressif. Et pour toi, ça va aller ou... Ouais. Alors, la parité, évidemment, on est loin de la voir dans la représentation. J'ai proposé, alors moi je suis membre d'Aliscope, j'ai proposé à une sociétaire d'Aliscope qui est présente de présenter la coopérative, mais elle m'a dit qu'elle n'était pas chaude. Mais enfin, elle prendra la parole à son tour, mais tu n'aurais pas été toute seule. Voilà, donc je te laisse faire ce que tu sais bien faire, te présenter, exprime presse, et puis voilà, on fait un premier tour, et puis après peut-être qu'ensemble on pourra répondre à quelques questions. Alors bonjour. Alors moi je suis gérante depuis 6 ans, et à l'insu de mon plein gré, c'est juste faute de notre candidat au sein de notre SCOP pour prendre la gérance d'une SCOP que nous, comme on est des ringards, les vieux, on continue à l'appeler Société coopérative ouvrière de production. On a encore le droit. Voilà. C'est sous ce statut-là qu'on l'a créé, on garde l'ancienne dénomination. C'est une entreprise qui a été reprise en SCOP, en fait, qui a été créée il y a une quinzaine d'années de ça, par des journalistes, donc une agence de presse, et qui a été reprise sous forme coopérative, donc il y a 6 ans, parce qu'il y a eu un petit peu un renouvellement avec des personnes qui partaient, la gérante qui faisait valoir ses droits à la retraite, etc. Et donc on a choisi ce statut coopératif. C'est une petite entreprise, on est actuellement on est à 3 coopérateurs avec un certain nombre de journalistes pigistes qui continuent à travailler pour nous
à qui on fait systématiquement des grands appels de pied, de main, pour qu'ils deviennent coopérateurs à leur tour, mais c'est des gens qui sont très occupés par ailleurs et qui n'ont pas forcément le besoin de passer beaucoup de temps en réunion coopérative. Voilà, on va appeler ça comme ça. On appelle ça des pogos, mais c'était pour éviter le terme soviet. Hein. Ça faisait peur à tout le monde. Non, plaisanterie mise à part. Oh, bon, une petite entreprise qui en plus a perdu son statut d'agence de presse il y a déjà quelques années de ça, puisque on va se cacher que le secteur de la presse va pas très bien actuellement en France. Et puis nous, en plus, comme elle est tordue, on bossait beaucoup avec la presse syndicale et associative, donc elle part beaucoup plus mal que le reste. Et donc, au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on a perdu notre statut d'agence de presse. Il a fallu faire entrer des clients qui sont hors presse et donc qui sont pas des journaux estampillés par la commission paritaire. Voilà, quoi dire de plus si on peut dire que, bon, on en discutera après, que faire une scope toute petite, c'est relativement compliqué, parce que c'est un statut qui normalement est vraiment prévu d'une façon beaucoup plus collective. Hein. Quand vous êtes coopérateur à deux, ça tourne, ou à trois, ça tourne vite au vieux couple. Hein. C'est un peu ça la difficulté. Et nous faisons donc partie d'une structure qui est un peu plus large, qui s'appelle donc les Amis, et qui est là une structure totalement hybride de l'économie sociale et solidaire, puisque la SCOP fait alliance avec des associations. Merci. Merci d'avoir proposé de faire la soirée ici. Moi, j'avais proposé aussi à Claire de parler, mais Claire qui est co-gérante de Casako, mais elle n'a pas voulu. Moi aussi, j'aurais bien aimé que tu viennes. Donc je vais vous présenter Casako. Donc, Casako, donc nous sommes la société coopérative d'intérêt collectif du groupe. Donc une SIC, un format qui, voilà, il faut pas commencer par le statut, hein, mais qui a été lancé en 2008, mais pour préciser en effet que nous sommes cette fameuse SIC. Et donc nous sommes ici un tiers-lieu, à l'extérieur il est écrit espace de coworking, on essaie de retravailler cette sémantique-là pour aussi parler au plus grand nombre. Un tiers-lieu, c'est un espace de travail partagé qui est un lieu de rencontre, d'échange, de partage, de projets communs, qui permet de réunir des travailleurs autonomes, des entrepreneurs, des citoyens, des élus, des institutions, etc., qui peuvent rentrer dans un lieu décloisonné, neutre, qui ne juge personne et qui permet justement de créer du dialogue, sans forcément être dans une idée de tous penser la même chose. C'est un lieu de friction et ça nous va très bien. Donc nous sommes aujourd'hui 25 sociétaires, avec à peu près une communauté de 110 personnes, 4 salariés, et nos différents sujets sont bien sûr le travail, le renouveau du travail, dans une ère de précarisation du travail, de difficulté à conserver la protection sociale et la notion collective dans le travail. Il y a du boulot, donc une idée d'un tiers-lieu coopératif comme celui-là peut être une des réponses aux enjeux du travail actuel, comme les coopératives d'activité et d'emploi, et largement d'autres solutions qui existent. Nous restons des expériences, et au-delà de ça, nous avons aussi la consommation et la fabrication. Ce soir même, vous avez pu voir en arrivant les fabriqueurs, une association Malacofiote, d'à peu près une cinquantaine de personnes qui se réunissent le jeudi soir et le samedi après-midi, enfin un jeudi sur deux soir et le samedi après-midi, et c'est des bidouilleurs, des personnes de 11 à 70 ans qui se réunissent pour travailler ensemble, pour le faire ensemble, créer des produits, des projets d'impression 3D, des petites machines, etc., pour justement aussi essayer d'éviter l'objet de tout ça, hein, c'est une dimension des Fab Labs, d'essayer de consommer, en tout cas de consommer mieux et de fabriquer à proximité pour arrêter d'aller à chaque fois acheter chez Ikea des petites pièces qui nous manquent.
on peut le faire sur une imprimante 3D. Il y a des catalogues partagés dans le monde de millions de fichiers et on peut imprimer ces fichiers au coin de la rue, ce qui est quand même bien mieux que d'aller acheter des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Et enfin, la consommation avec la ruche qui dit oui de Malakoff, 1300 adhérents, en tout cas inscrits, qui a lieu tous les mercredis soirs et qui est donc avec un ensemble de producteurs, 27 producteurs je crois, qui sont en moyenne à 49 km. Donc on a toutes ces distributions le mercredi soir ici. Et ce sujet consommation est important pour nous puisqu'en effet on est dans cette idée aussi des circuits courts sur le travail, sur la consommation et la fabrication. Et donc on voulait travailler tous ces enjeux-là, même si on a encore du travail sur la consommation et la fabrication. Voilà. Bonjour à tous, Fabien Vielfort, je suis directeur de la caisse de crédit mutuel de Malakoff. Et quand j'ai créé cette caisse il y a maintenant 5 ans, la particularité même d'une caisse de crédit mutuel qui est une société coopérative, j'avais besoin de fonctionner avec un conseil d'administration et un conseil de surveillance qui sont des élus clients de la caisse de crédit mutuel et qui se réunissent, avec qui on se réunit une fois par mois pour prendre des décisions locales sur par exemple les associations qu'on peut suivre dans la ville. Et ces gens-là sont des malakoffiaux. Donc il y a François qui fait partie du conseil d'administration, qui est secrétaire du conseil d'administration, et Idriss qui est président du conseil de surveillance. Dans cette société coopérative, effectivement, dans cette banque qui est différente de l'ensemble des banques qu'on peut trouver sur la place à l'heure actuelle. Une fois par an, c'est vrai qu'on fait une assemblée générale sur laquelle je présente l'ensemble des chiffres de cette caisse. Et c'est vrai qu'une fois par mois, mes élus m'aident à prendre des décisions sur, par exemple, les crédits que nous accordons aux sociétés qui sont présentes sur Malakoff. Et c'est le principe et la principale différence que peut avoir le crédit mutuel comparativement à d'autres établissements bancaires, et le fait que nous soyons pas cotés en bourse non plus, qui fait une vraie différence dans le monde bancaire. Ouais, il y a une question, je pense. Merci. Bonsoir. Moi, je suis Alexandre. Je suis ici parce que je fais partie, je suis sociétaire d'une CAE qui s'appelle Copanam. Et voilà, coopérative d'activité et d'emploi. Alors la particularité des CAE, effectivement, c'est que, contrairement à d'autres coopératives qu'on peut croiser, dans une structure comme Copanam, qui regroupe beaucoup de gens, on réunit des gens qui ne font pas du tout le même métier, des gens qui ont des activités différentes, qui sont très nombreux, qui développent leur activité, chacun en toute autonomie, mais qui finalement se réunissent ensemble et partagent une entreprise et développent ensemble une entreprise et tout ce que ça implique de possibilités de solidarité et structurelle et tout ça. Donc, moi j'ai rejoint cette coopérative en 2009. Je connaissais pas nécessairement le monde coopératif, je connaissais pas nécessairement, même pas du tout, le fonctionnement d'une CAE. Et petit à petit, j'ai découvert ce que signifiait de développer son activité dans un collectif et de participer aussi au développement plus large d'une entreprise partagée comme Copanam et comme d'autres également. Voilà. Bonsoir. Moi, je m'appelle Idriss, je suis malakoffio. Je suis fondateur d'une coopérative qui s'appelle Horoscope, basée à Malakoff, et cofondateur avec Aurélien de Casako. Je suis d'abord content qu'on se voit ce soir, que pour une première fois, il y a eu des rencontres de Malakoff, des rencontres à Malakoff par rapport à l'ESS. On fera mieux l'année prochaine, mais c'était génial cette année déjà. Et j'ai appris beaucoup de choses ce soir en regardant ces films, qu'en fait, moi qui viens d'un pays sous-développé économiquement, je me rends compte qu'on est sous-développé au niveau de l'ESS ici. C'est une grande leçon dans ces films-là, c'est extraordinaire.
Et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Un point que j'ai appris, c'est une autre définition de l'ESS, c'est la richesse du besoin. Et je pense que on oublie des fois l'essentiel. Je reviens sur le crédit mutuel. Je ne sais pas comment fonctionne le crédit mutuel en général, mais ce que je sais, c'est que cette agence-là, en l'occurrence, fonctionne très bien parce qu'il y a d'autres actions aussi, hormis tenir des comptes, accorder des crédits. C'est aussi la possibilité d'aider des fois. Et ça, c'est quand il y a des situations compliquées de clients, on en parle et pour donner un coup de main, et ça, on se retrouve. Donc, ces rencontres-là, pendant ce mois de l'ESS, j'espère qu'on va continuer parce qu'on a besoin d'être ensemble pour pouvoir réfléchir ensemble à plusieurs. On peut faire beaucoup de choses. On peut trouver, et on a commencé par se rencontrer maintenant que très peu d'entités malacofiotes. J'espère que l'année prochaine, on va renouveler, qu'il y aura d'autres gens qui vont adhérer et pour aller de l'avant, parce que, comme dit le film, à plusieurs, on peut aller loin. Merci Idriss. Eh bien, je vais fermer ce cercle en vous présentant Aliscope. Aliscope est une deuxième année. Elle est issue d'une association qui s'appelle Alice Coopérative Concept et puis qui a même débordé puisque maintenant on a monté le groupe Alice. Alors Aliscope a pour objectif d'aider à la création d'activités et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors on est basé à Malakoff, mais également dans l'Essonne, à Évry. On travaille avec des artisans de Madagascar. Et on aide des projets dans toute la France. Voilà, on part d'un endroit et puis on essaie de développer un certain nombre d'activités. En ce qui me concerne, on est par ailleurs membre du mouvement de l'économie solidaire. Voilà, depuis que la loi a été votée, on dit économie sociale et solidaire. Mais il y a quand même des concepts d'économie sociale et des concepts d'économie solidaire auxquels on tient. On va dire que nous, on est plutôt du côté des concepts d'économie solidaire. Mais en tous les cas, l'avantage avec cette loi, au plus des nombreux avantages qu'elle a pu apporter, même si elle n'est pas complètement satisfaisante, comme toute loi, enfin comme je dirais presque comme toute activité humaine, il y a beaucoup de choses à changer encore. On espère qu'elle progressera. Le MES, moi je le représente à la fois au Haut Conseil de l'économie sociale et solidaire, qui est donc un organisme qui réunit toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations. Et il y a un certain nombre de commissions de travail. Et moi, alors ça va évidemment vous faire rire, mais je travaille dans la commission jeune. C'est pas la commission jeune, en fait, c'est la commission qui travaille sur les initiatives des jeunes. Et puis, par ailleurs, je représente le MES un groupe de travail qui travaille sur les pôles territoriaux de coopération économique, qui essaie sur les territoires de développer ce qu'on essaie de faire ce soir et j'espère qu'on continuera, de la coopération, puisque c'était le sous-titre de notre débat, la coopération plus forte que la compétition. Ça, on en reparlera avec le temps. Alors, Irena faisait remarquer qu'on n'avait pas précisé beaucoup, expliqué quels étaient les différents statuts. Je pense que on peut vous donner des explications sur nos différentes spécificités si vous le souhaitez. Mais je crois que ce qui est le plus important dans nos histoires, parce que c'est quoi ces histoires d'économie sociale et solidaire, et j'en parle avec un banquier qui essaie de fonctionner autrement, c'est que ce ne sont pas des sociétés de capitaux. Ce sont des sociétés de personnes et des personnes qui essaient de développer des projets pour l'intérêt de tous, même si le tous, ça peut être un petit groupe, puisque Irena disait tout à l'heure que dans leur scope, il n'y avait que 3 personnes. Nous, on est deux sociétaires. Je ne sais pas combien vous êtes. C'est un peu différent. Voilà, je veux dire que l'idée, c'est aussi, à mon avis, et on verra ce qu'on peut partager par rapport à cette question, c'est comment on va pouvoir être sur cette idée de coopération
alors qu'on a quand même été élevé dans l'idée de compétition. Il peut y avoir de compétition en course à pied, c'est pas mauvais, hein, mais on parle pas de celle-là. Je veux dire, la question, c'est, on pense que dans l'économie sociale et solidaire, sur les territoires, il doit y avoir cette coopération pour qu'on puisse non seulement s'en sortir, mais progresser. Voilà, alors peut-être qu'on peut, on voulait quand même que tu interviennes, Sylvie, parce que je pense que le travail qui s'est passé au niveau du Parti communiste, au niveau de ce groupe, c'était, moi je le dis en toute tranquillité pour y avoir participé à plusieurs reprises, c'était pas gagné de parler d'économie sociale et solidaire, c'est toujours pas gagné d'ailleurs d'en parler au Parti communiste, mais tu donneras peut-être un peu des éléments là-dessus. Mais en tous les cas, on avait besoin aussi d'amener cette réflexion dans l'autre débat. C'était Fanelli Carré-Lecomte qui était là en tant que députée socialiste et porteuse de la loi à l'Assemblée. Mais toi, tu as, je suis sûr, une ou deux questions qui peuvent permettre de faire avancer le débat sur la coopération. Merci de m'avoir invité. Je veux quand même dire que j'ai deux casquettes. J'ai celle d'animatrice du groupe de travail économie sociale et solidaire du Parti communiste, et on a bien avancé. On a bien avancé dans nos deux derniers congrès. L'ESS est inscrite comme un des piliers d'une alternative, en quelque sorte. Hein. Non pas une panacée, mais un apport singulier et important quand on a la volonté d'une alternative qui n'a pas le profit comme pour centre, mais l'homme, l'humain d'abord, comme nous disons. La deuxième casquette, Jean-Pierre Caldier est venu avec moi, c'est quand même que nous animons ensemble, alors un peu moins qu'il y a quelques années, mais quand même, un petit groupe qui s'appelle Agir pour une économie équitable, qui n'est pas une association formelle, une association de fait, qui se modifie au gré des différentes activités qu'elle a pu avoir. Notamment, nous avons travaillé, co-construit, et je pense que tu y as aussi participé, un projet de proposition de loi sur le droit de préemption des salariés en cas de vente de leur entreprise. C'est une idée qui nous est venue directement de l'ancien directeur de l'URSCOP, régional d'URSCOP d'Île-de-France, à qui j'avais posé la question, qu'est-ce qu'un parti politique peut faire pour aider au développement des SCOP? Il m'avait dit un droit de préemption. Donc on a travaillé ensemble avec des tas de gens, il y avait plusieurs centaines de personnes ont travaillé à cette co-construction. Il y avait des députés, puisque tout ça s'est toujours passé à l'Assemblée nationale, mais il y avait de simples citoyens, il y avait des scopistes, des gens des URSCOP, il y avait des syndicalistes, on a même eu l'ordre des notaires, on a eu des universitaires qui sont notamment venus nous aider à mettre en forme juridique, je dirais, notre projet, des syndicalistes qui travaillaient dans l'intersyndicale, qui travaillent sur les finances solidaires. Donc on a fait ce travail et il est arrivé avant la loi ESS. Il est arrivé avant la loi ESS et on a fait un tel travail de lobby, je dirais, que d'abord on a été auditionné par le Conseil national des SCOP, qui n'existe plus d'ailleurs, et qui a voté une motion de soutien à l'unanimité de ce projet. On a été auditionné au CESE avant qu'ils donnent leur avis sur la loi ESS, et ils avaient intégré cette idée de droit de préférence, droit de priorité, pour que lorsqu'une entreprise perd son menace de fermer par départ de son PDG, de son propriétaire, notamment pour raison de retraite, qu'ils puissent, eux, être les premiers à dire s'ils voulaient racheter l'entreprise en coopérative, mais aussi dans des cas de difficulté. Et on a vu ces temps-ci, peut-être vous avez vu, Ecopla, actuellement il y a Sotralens, et puis il y a eu Fralib, et puis il y a eu Pilpa, etc. Donc c'est une loi qui, alors on les a aussi interrogés en construisant cette loi,
Et il nous avait dit, ça nous aurait été bien utile. Si on avait eu le droit tout de suite, et vous avez vu, Ecopla a été refusé, le projet d'Ecopla a été refusé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille un peu plus loin dans la construction de la loi. C'est pour ça que j'ai posé la question au moment du congrès des SCOP. Parce que, par exemple, il faudrait que les juges qui décident au tribunal de commerce à qui ils donnent la possibilité de racheter l'entreprise, parce que c'est eux qui décident, plutôt que le plus 10 ans, ils puissent dire le mieux 10 ans. Hein, on s'est battu pour que dans les marchés publics, ce ne soit pas toujours le moins 10 ans qui gagne, mais plutôt le mieux 10 ans, ce qui permettait d'ailleurs des projets environnementaux, des projets de coopératives. Et là, au contraire, il faut qu'ils puissent donner le mieux 10 ans. Le plus 10 ans, c'est celui qui fait le plus gros chèque. Mais quand il fait le plus gros chèque pour récupérer le fichier des clients, les process et fermer la boîte, c'est pas mieux 10 ans pour non seulement pour les salariés, mais pour leur famille, mais pour le territoire, etc., etc. Donc voilà le travail qu'on a pu faire et je voulais quand même en parler parce que ça, évidemment, c'est important pour le développement des coopératives. Alors après ce film ce soir, il me fait penser à pas mal de choses. Je vais pas essayer de pas être trop long quand même. D'abord, lorsqu'il dit la solidarité génère l'économie, l'économie engendre la solidarité, et ça c'est pas toujours vrai. Hein. L'économie n'engendre pas toujours la solidarité. En tout cas, nous c'est notre vœu que l'économie engendre de la solidarité, comme la solidarité est capable de générer de l'économie. La deuxième chose, c'est que avec Agir pour une économie équitable, on a fait aussi un deuxième travail, c'est d'essayer de persuader le commerce équitable Sud-Nord de s'intéresser à la possibilité de faire un commerce équitable Nord-Nord, un commerce équitable national. Finalement, on a quand même réussi quelque part, puisque la loi ESS reconnaît le commerce équitable national, disons, et que il y a des acteurs de l'économie du commerce équitable Sud-Nord, je préfère dire Sud-Nord que Nord-Sud, se sont mis à faire aussi ce commerce, soit que avec des produits de producteurs français, mais aussi en mixant des produits du Sud et des produits du Nord. Donc ça c'est aussi très intéressant. Et ils ont effectivement, on a vu, beaucoup à nous apprendre sur la solidarité. Moi je trouve que les garages par exemple, ils vont beaucoup plus loin que simplement être des coopérateurs dans un garage, puisqu'ils s'occupent vraiment du bien-être de chacun d'entre eux, de leur famille. Et puis la troisième chose oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que nous sommes vraiment très favorables à la création de ces coopératives, et notamment des SIC, évidemment des SCOP initialement, mais des SIC et des CAE. Pour nous, les SIC, nous, c'est le Parti communiste, nous pensons que le SIC, c'est un modèle d'entreprise pour l'avenir, qui permet que les parties prenantes soient effectivement parties prenantes de la production, de la gestion de la production, de la façon de gérer. J'aime pas le mot manager, mais il existe, parce que on ne peut pas imaginer aujourd'hui que ce soit seulement un patron qui décide des orientations d'une entreprise, ou qui n'en décide, quand c'est des entreprises cotées en bourse, que par le pilotage par la finance. Et j'ai pas mal réfléchi à partir de ce que disent les syndicalistes de Aventis, qui disent ce serait normal que nous, salariés, nous participions au choix d'orientation de notre entreprise. Mais il ne serait pas normal qu'il n'y ait pas d'autres que nous. C'est pas aux salariés d'EDF de décider de quel type de production on va faire. C'est au pays de le faire. Et là, ils disent la même chose en disant les salariés, bien sûr, mais les patients et les familles des patients, par exemple. Donc, vraiment, la SIC, pour nous, a beaucoup d'intérêt. Je prends un autre exemple. On parlait à l'Agora des SIC. Il y avait Mathieu Richard qui nous parlait des NERCOP, et je disais, pourquoi pas un Aquacop?
C'est-à-dire que dans la gestion de la Enercop, Enercop, c'est une coopérative de distribution de l'énergie renouvelable et qui est sous forme de SIC, qui est une SIC, qui est une SIC. Et je me disais, on pourrait bien avoir un aquacop aussi. Alors, il y a besoin d'avoir des structures nationales pour la péréquation, pour la recherche globale, sur la ressource, la protection de la ressource. Mais localement, pourquoi ne pas avoir toutes les parties prenantes? Et ça a un intérêt non seulement pour... Oui. Voilà, je m'arrête. Je pense que, par exemple, le mot partie prenante, je pense que ça oui. Les parties prenantes, c'est les salariés, les usagers, et je parlais des usagers, et pour l'eau, c'est les gros et les petits. Donc on responsabilise tout le monde. Donc voilà, la SIC, c'est très important pour nous, et en un mot, la CAE, c'est extrêmement important pour nous, parce que ça évite toute l'exploitation, alors pas toute l'exploitation, mais l'exploitation des auto-entrepreneurs par ceux qui sous-traitent, et puis l'ubérisation. Excusant d'avoir été. Juste, je voulais repasser la parole à Alexandre. Après, je te la repasse. Pourquoi Alexandre? Parce que quand on a préparé le débat, justement, tu vas l'expliquer peut-être comment tu arrives à devenir coopérateur et à rentrer dans une CAE. Parce que la question, c'est à mon avis une des clés quand on parle des parties prenantes, quand on parle de nos histoires de sites, de scopes, etc. Mais il y a au départ des gens comme toi, et comme nous aussi, mais qui décident quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils ont envie de produire? Merci. Les chiffres, non. C'était pas le but principal du tout. Je vais essayer, oui, de redire un peu ce dont on avait parlé tout à l'heure. C'est vrai que moi, donc, j'ai monté mon activité au sein d'une CAE avec mon frère, donc Hannibal. On a créé un studio de création graphique et vidéo. Quand on l'a créé, on connaissait pas du tout ce milieu-là. On se posait des questions sur quel statut, quelle structure et tout ça. Et un peu par hasard, on a été amené à rencontrer Copanam. Au début, effectivement, on y va parce que on y a vu, nous, un collectif qui nous a d'abord accueillis et qui nous a permis de réfléchir tranquillement à notre projet, de prendre le temps de développer, de savoir comment est-ce qu'on voulait travailler. Et on s'est rendu compte que petit à petit, cette structure-là nous permettait pas simplement de développer une activité économique, mais plutôt de développer un moyen de s'épanouir dans son quotidien, dont une activité professionnelle qui nous permettait de gagner notre vie. Donc c'est le premier truc, c'est-à-dire que cette structure-là nous a accompagnés dans le développement de notre activité professionnelle, mais en même temps nous a permis de l'aborder très sereinement, de manière sécurisante, qui nous permettait de prendre le temps de rater, de reprendre et de le faire à notre rythme, indépendamment d'une pression économique, d'une pression, d'une pression autre que celle que nous on voulait bien se mettre pour développer notre activité, voilà. Et petit à petit, donc au début c'était vraiment en fait centré sur nous et notre épanouissement, notre capacité à développer notre activité et tout ça. Et petit à petit, on s'est rendu compte que on n'est pas rentré dans cette structure. Cette structure est particulière parce que on se retrouve à partager une entreprise avec un grand nombre de personnes et on se retrouve en fait dans un collectif. Oui, pardon, on est 800 maintenant. Sachant que quand nous on est rentré, nous étions 400. Donc on est rentré en 2009. Aujourd'hui, on est 800. Et on s'est rendu compte que il y avait effectivement notre activité qui se développait à l'intérieur, mais en fait, il y avait 600, 300, 400, 500 autres personnes qui partageaient la même structure, qui partageaient la même entreprise et qui développaient aussi leur activité, qui développaient aussi leur vie grâce à cette structure-là. Donc,
si au début, effectivement, on arrive avec, enfin moi en tout cas, je suis arrivé avec mon projet, un projet avec mon frère, où voilà, on voulait développer simplement notre activité et vivre de notre savoir-faire. On s'est rendu compte que on a pu le faire parce que avant nous, il y avait eu quand même un grand nombre de personnes qui s'étaient réunies, qui avaient développé cette structure, qui avaient réfléchi ensemble à comment on pouvait offrir le plus de sécurité aux personnes qui développaient, qui se lançaient dans leur activité professionnelle. Et donc petit à petit, on a été amené aussi à comprendre ce collectif, à intégrer ce collectif et à participer à cette vie collective, à s'engager dans le collectif et à en fait se mettre à participer à des événements et à des réflexions pour non plus une activité composée de 2 personnes, mon frère et moi, mais pour passer à une autre échelle, à changer d'échelle et d'un seul coup à participer au collectif pour réfléchir à qu'est-ce qui peut permettre à 800 personnes d'améliorer leur quotidien, d'améliorer le développement de leur activité et d'améliorer aussi leur vie en dehors de simplement leur activité professionnelle. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. On va voir si ça suscite des questions. Irène, je passe la parole. Non, je me permets parce que vous en avez effectivement parlé et c'est vrai que quand nous on est arrivé dans la coopérative, c'était pas une question. Je crois que l'auto-entrepreneuriat commençait tout juste et nous c'était pas du tout une question qui nous avait traversé l'esprit. Mais aujourd'hui, effectivement, je me rends compte que la difficulté, des dégâts qu'on peut voir de ce que c'est que l'auto-entrepreneuriat, mais là, nous, on a des stagiaires en ce moment qui sont de jeunes stagiaires qui viennent pour nous visiter et puis découvrir un petit peu ça. Et à un moment, je discutais avec eux et eux, en discutant, j'ai découvert que l'auto-entrepreneuriat était une solution pour eux pour travailler et puis pour faire des choses. Et ils se disaient, ouais, moi, l'année prochaine, je vais pouvoir me lancer dans l'auto-entrepreneuriat et me lancer dans une activité quelconque, je ne sais pas, mais tout ça. Et quand j'ai discuté juste un petit peu avec eux, je me rends compte que ils étaient très attentifs à l'idée de solidarité, de sécurité, de ce qu'il y a, et ils n'avaient pas conscience qu'il y a des structures comme l'auto-entrepreneuriat qui leur retirent petit à petit tout ça. Et c'était assez flagrant. Et donc je me disais, pour juste rebondir sur cette idée d'auto-entrepreneuriat ou d'autres formes, parce qu'il y a d'autres formes, c'est aussi réussir à aborder et à communiquer, ce qui n'est pas évident de faire, je le vois bien, auprès de aussi un public très jeune qui voit une solution très facile dans ces structures-là et tout ça. Voilà. Merci. Donc, à préciser, d'Irena. Vous parliez des marchés publics, hein, les SCOP, le fait d'avoir un statut coopératif en postulant à un marché public ne vous donne absolument aucun type d'avantage. C'est juste pour que non, mais c'est juste pour qu'il n'y ait pas confusion. Il est inscrit dans la loi à proposition égale. Normalement, la SCOP devrait être préférée, mais c'était déjà dans la loi de 47. Hein. Peu aussi par ailleurs mon métier. Donc la réforme du code des marchés publics de cette année prévoit des clauses, comme il y avait des clauses environnementales, il y a des clauses rajoutées. Après, c'est la collectivité qui utilise ces clauses. Après, ça permet de cibler un marché en disant voilà, on peut rajouter ces clauses-là. Il y a voilà, exactement. Il y a des clauses d'insertion, il y a des clauses sur le handicap, il y a des clauses sur du coup le choix de faire participer. Mais après, ça peut être un choix qui, indépendamment de ces clauses, ça peut rentrer aussi en dehors. Mais on peut choisir de réserver des marchés publics à destination de sociétés coopératives ou de sociétés ou d'insertion. Mais maintenant, dans cette nouvelle loi, est précisé. C'est-à-dire qu'en fait, on peut choisir vraiment l'économie sociale et solidaire comme un choix et de faire un marché
préférentiel, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. On pouvait faire le choix dans des qualités, de pondérer des qualités, mais maintenant on peut directement dire je favorise le choix de société dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. C'était un point de précision. Dans la loi de 47, il y a cette préférence, mais qui n'a jamais fonctionné. Je participais à une création de SCOP, la première en 1978, et à l'époque, je suis adressé en toute logique à une banque coopérative. Ce n'était pas le Crédit Mutuel, mais le banquier de l'époque m'a conseillé de pas trop dire que j'étais en SCOP parce que c'était pas très joli dans le paysage. Est-ce qu'aujourd'hui, une caisse locale du Crédit Mutuel, celle de Malakoff, comment le fait d'être en SCOP, quelles idées tu vas pouvoir avoir par rapport à ça? Un peu aux idées qu'a le Crédit Mutuel, du fait qu'on soit sous forme coopérative aussi, et c'est vrai que le financement, moi j'ai plus un financement, j'allais dire, participatif vers les SCOP plutôt que vers d'autres entreprises, même si on participe à beaucoup de financements. Et c'est le fait qu'on puisse, nous, en discuter entre nous, qui est intéressant aussi. Je suis pas le seul à prendre mes décisions en tant que directeur, mais d'avoir du tissu local qui puisse m'aider sur ces choix de financement m'aide beaucoup. Et c'est la principale différence qu'on a. C'est ce qui m'intéresse moi aussi dans ce financement, dans ce financement. Et lorsqu'on en discute, effectivement, c'est ce qui me... Ouais, exactement. C'est-à-dire que chaque caisse de crédit mutuel bénéficie d'une subvention pendant 7 à 8 ans. Et cette subvention vient de l'ensemble des autres caisses locales de crédit mutuel, par exemple d'Île-de-France, qui participent à un fonds de solidarité et qui prêtent aux jeunes caisses de crédit mutuel et auxquelles on rembourse au fur et à mesure des années pour à un moment être rentable. Sachant que nous ne versons pas de dividendes comme nous n'avons pas d'actionnaires. Donc le résultat que fait une caisse de crédit mutuel est reversé à ce fonds de solidarité chaque année. Ah non, je suis pas intéressé au chiffre d'affaires. Mon équipe n'est pas intéressée au PNB parce que c'est pas du chiffre d'affaires, c'est du PNB. Et c'est vrai que c'est la principale différence. C'est le fait que je rappelle qu'on soit pas du tout coté en bourse. Aurélien, tu vas pouvoir nous éclairer un peu sur ces drôles d'animaux qu'on appelle les parties prenantes dans une SIC. Dans une SCOP, en général, Irena le rappelait, à l'origine, ce sont des ouvriers ou des artisans qui se regroupent, mais le statut coopératif peut permettre d'autres choses, puisqu'il y a des coopératives de commerce, par exemple, il y a des coopératives d'agriculteurs, il y a des coopératives de consommateurs. Je pense qu'Irena a des petites idées peut-être sur cette question des coopératives de consommateurs, mais c'est quoi ces machins avec des parties prenantes? Donc pour prendre notre exemple, on a dans notre gouvernance aussi bien les salariés, donc comme une SCOP, que les usagers. Donc là, clairement, on rentre sur ce dont on parlait tout à l'heure, avec en effet potentiellement les clients. Donc, on a des usagers ici qui sont clients aussi, qui payent, mais qui peuvent aussi avoir un mot à dire sur la stratégie de Casako, avec une animation au fil de l'année des décisions qu'on prend en effet pour la future Assemblée Générale, et enfin les partenaires techniques et financiers, et c'est pour ça que c'est intéressant, le seul statut aujourd'hui d'entreprise qui permet aux collectivités d'investir dedans. Et donc ça, en termes de réflexion sur la question des financements publics, c'est quand même vachement intéressant de passer d'une notion de subvention à une notion d'investissement. Ça change un petit peu, en effet. Alors, on va pas faire un débat sur la finance publique, mais en tout cas, ça change vraiment la vision. Là, en effet, une collectivité dans le financement des acteurs du territoire. Et donc, quoi dire d'autre par rapport à ça? On est vraiment dans cette idée. Alors, il y a 2000 coopératives, enfin 2600 coopératives, je crois, de SCOP, CAE, et on est 500 maintenant SIC. Et ça augmente énormément. Il y a une vraie dynamique par rapport à ça.
sur différents types de métiers. Donc Mercop, il y a Cities qui fait aussi de l'autopartage, avec on achète une voiture et on la partage à 100 avec différentes voitures qui vont être mises autour de la ville, et donc une gouvernance partagée aussi par rapport à ça. Les usagers des voitures peuvent participer en effet à la gouvernance, et donc nous on y croit beaucoup à cette société de la coopération qui intègre toutes les parties prenantes, au-delà en effet des salariés qui seraient dans une logique de production. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux collèges, puisque c'est un système par collège, les deux plus importants sont les utilisateurs et les salariés de la SCOP, de la TIC, qui sont effectivement avec ces deux collèges les propriétaires. Mais c'est aussi l'occasion, par exemple, là je vais me retourner vers les élus, je ne sais pas, mais les deux, puisque Sylvie a aussi été élue à d'autres moments, c'est aussi l'occasion d'une discussion sur des territoires avec des élus, sur comment on conçoit un modèle de travail, de décision partagée. Il y a dans les collectivités locales un système qui s'appelle les sociétés d'économie mixte, mais qui sont dirigées par les élus, et c'est très bien d'ailleurs. Là, on est dans un système partagé. Est-ce que c'est une réflexion qui peut commencer ou pas à Malakoff, et si c'est pas grave, mais en tous les cas, peut-être Sylvie a d'autres expériences là-dessus. Nous à Malakoff, on s'interroge sur toutes ces nouvelles formes, et notamment de concertation. C'est le cas de la maire il n'y a pas longtemps qui a voulu redonner un peu la parole, trouver des modes de concertation un peu différents, mais à tout niveau. C'est-à-dire concevoir un peu différemment la décision du pouvoir politique, la décision, le rôle des associations, et puis chacun dans son coin avait son domaine d'action. Donc là, on est quand même dans une réflexion. Aujourd'hui, on essaie à tous les niveaux, à tous les étages, de se dire, voilà, construisons un peu autrement, construisons collectivement et mélangeons les genres. Ne gardons peut-être pas l'associatif d'un côté, le productif d'un autre, l'élu encore d'un autre, et puis le citoyen dans son coin. On commence à s'interroger sur dire, en fait, on va tous à y gagner, à travailler ensemble, parce que l'association, il travaille avec le Malakofio, il a peut-être une interaction avec l'entreprise du coin, le commerce, donc, on est en train de réfléchir en ce moment, et puis d'amener des modes de concertation, et puis de réfléchir au mode de décision. Comment nous, on s'interroge nous-mêmes sur la prise de décision, sur nos interactions. Alors après, plus largement, on est dans un territoire qui est un petit peu compliqué, où l'ESS était parti quand même assez bien dans le 92 précédent, et puis là, fait un petit coup de marche arrière, où on a du mal à savoir où ça va être, où il y aura des budgets, où ça va être porté. Donc, a priori, au niveau de la région, puisque c'est avec le développement économique, mais pour autant, on aurait besoin d'un... Alors, un petit point sur la loi NOTRe. Alors là, je vais peut-être faire des digressions. Du coup, avec la loi NOTRe, il y a un redécoupage administratif, puisque du coup, il n'y a plus d'agglomération. Donc, précédemment, nous avions une agglomération à 4 communes, Bagneux, Malakoff, Fontenay-aux-Roses et Clamart. Nous avons donc maintenant, nous sommes donc dans un territoire, une commune, donc qui s'étend je vous les dis pas tous, mais d'Antony globalement, en passant par les mêmes qu'avant, mais en fait on a en plus Châtillon-Montrouge et Haute-Bièvre. Haute-Bièvre amputée de 2 communes, qui fait donc un attelage un peu compliqué, sur lequel effectivement les majorités ne sont pas les mêmes, et sur lequel il va falloir 2 ans pour se mettre d'accord sur ce qu'on met en commun. Il y a des choses qui vont de soi, parce que c'était précédemment des choses en commun, d'autres choses qui vont un peu moins de soi. En tout état de cause, la partie économique et principalement le volet solidarité de l'économie ne semble pas être quand même une priorité de notre territoire aujourd'hui. En tous les cas, on peine un petit peu à se faire entendre sur ce volet-là. C'est une première chose. Ce qui nous amène également à cette réflexion de se dire que il faut que Malakoff se saisisse de cette problématique et de cet élan plutôt qu'une problématique, c'est plutôt un élan. Et en témoignent ce soir les représentants dans cette salle d'une volonté de développer cette économie solidaire, cette économie sociale,
Alors moi j'aurais peut-être plusieurs petites questions à nos à nos présents. D'une part, c'est ça a été un peu évoqué, c'est vraiment faire connaître aux jeunes ces nouvelles formes pour entreprendre. On sait bien qu'effectivement, du coup moi j'en ai quelques-uns à la maison, que du coup il n'y a pas forcément ni cet apprentissage scolaire, enfin, ça c'est pas présent. Hein. On fait un peu d'économie, on en parlait l'autre jour à Montrouge, et c'est un professeur d'économie qui disait que c'est pas du tout présent, par exemple. Donc ça fait pas partie des apprentissages scolaires. Donc cette notion-là n'est absolument jamais abordée. Donc pour eux, c'est quelque chose qui ne pas. Et pourtant, intuitivement, quand on leur en parle, je pense que naturellement, ils iraient très facilement et comprendraient tout à fait le sens de ce qu'il y a derrière, de la coopération, de l'intérêt collectif, de voir que quand on se met ensemble, c'est parfois plus simple, que d'être tout le temps en compétition, c'est pas toujours bien à vivre. Hein, on le voit aussi à l'école. Donc je pense que c'est un public captif entre guillemets, hein, parce que je pense que du coup, il y a sujet, mais pour autant, je compte un peu sur vous et pour faire ce relais-là, être un exemple, pouvoir effectivement parler, être aussi voir de quelle façon vous pouvez interagir avec les futurs adultes. Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, qui regroupe plein de semaines de la finance solidaire, de la solidarité internationale, etc. Il y a aussi une quinzaine des étudiants solidaires, et il y a entre autres des étudiants qui ont monté une coopérative qui s'appelle Solidarité étudiante. On était la semaine dernière à Marne-la-Vallée invités par la coopérative des étudiants qui ont monté dans la fac un lieu convivial qui travaille sur un certain nombre de questions de solidarité entre eux avec l'idée de la coopération. C'est-à-dire que c'est pas une activité associative, c'est effectivement avec l'idée de développer des emplois dans l'université avec des étudiants ou pour des étudiants. Ça, c'est une première réponse. D'une manière un peu plus globale, le Conseil national des CRES et puis un certain nombre de partenaires ont monté un dispositif qui s'appelle Jeune, vous allez voir comment on est malin, Jeune F, qui a pour objectif de développer l'information de l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes gens et des jeunes filles. Et puis un troisième dispositif qui concerne plus l'éducation nationale, qui regroupe un certain nombre d'associations d'éducation populaire à travers l'ESPER, et qui, au mois de mars, a l'idée de... Alors moi ça je le regrette un peu, mais enfin, pour chacun c'est vieilles lunes. C'était la semaine de la coopération à l'école, puisque dans les écoles, on en a un peu oublié, mais il y a des coopératives scolaires qui doivent être normalement gérées d'une manière coopérative et non pas par le directeur de l'école. Enfin, ça reste vieille lune quand même. Il y a bien longtemps et qu'il y a aussi un travail de solidarité intercoopérative. Normalement, ça fonctionne encore dans certaines écoles où des écoles plus riches aident des écoles plus pauvres, puisque l'enseignement étant gratuit, on peut volontairement décider de cotiser à cette coopérative. Et là, ça n'existera plus. Enfin, pas les coopératives scolaires, mais ça sera plus la semaine de la coopération, ça sera la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école. Voilà. C'est un message sur... on a tenté l'été dernier de lancer une coopérative jeunesse service, donc qui est un concept québécois qui marche très très bien, qui en fait justement parce que c'est bien les semaines, c'est la communication, il faut le mettre en avant, etc. Mais encore une fois, il faut faire les choses pour le comprendre et pour en effet à quel point c'est intéressant de se mettre dans cette notion de coopération plutôt que de compétition. Et là, l'idée, c'est de prendre en effet des jeunes qui pourraient faire des petits jobs d'été comme ils le font déjà, jardinage, garde d'enfants, etc. Et de les intégrer dans une coopérative donc collective avec une gestion de budget commun, de communication, pour partager vraiment quelque chose pour un été avec un animateur. On aimerait bien, on a tenté, c'est Claire qui était sur le sujet l'été dernier, et en fait on s'est rendu compte que c'était difficile de trouver des financements, même si coopérer pour entreprendre et en de lever des fonds au niveau national, qui gère ça au niveau national, mais donc il faut aussi des fonds locaux. On s'était rapproché de la mairie, donc on ne désespère pas de lancer cette année avec cette idée. En effet, comme ici il y a souvent des jeunes qui viennent en stage, qui viennent, en effet on a des étudiants entrepreneurs encore demain matin qui viennent ici, et c'est un des sujets
justement, c'est arrêter cette idée de start-up absolue et penser aussi à l'idée d'entreprise de croissance coopérative, de les intégrer en effet progressivement dans ça avec l'exercice concret de la coopération. Juste pour un petit pavé dans la marche, je suis désolé, c'est que sur le débat, là, on est toujours dans tous les endroits où il y a des débats de l'ESS, toujours un peu ça, c'est très technique et très politique. La coopération, c'est avant tout un sujet de société. Vraiment qu'on parle de ça, particulièrement quand on parle des jeunes, de l'idée que ces jeunes ont envie, même tout le monde, on voit ici d'ailleurs la moyenne d'âge c'est 40 ans, moi je pensais que ça serait plus autour de 28-30 ans, mais en fait c'est vraiment l'idée de l'émancipation, c'est vraiment partagé, de se dire qu'en effet on veut arrêter l'exploitation de l'homme par l'homme, on veut s'émanciper dans son travail pour potentiellement se réapproprier après sa vie ou même pendant. Et c'est vrai que c'est ça tout l'enjeu. Et autour de ça, on crée des structures juridiques, on parle à les élus sont plus ou moins sensibilisés, sont plus ou moins au fait. Nous, quand on voit ici, à notre inauguration, en effet, Jean Sarkozy à côté de Madame Margaté, on se dit c'est le début de la coopération. C'est des gens qui pensent différemment, qui réussissent à parler, à discuter cordialement dans un espace. Et c'est le début du vivre ensemble, parce que justement, ils ont fait ensemble, ils ont réalisé ensemble un financement pour un lieu comme celui-là. Il y a un consensus sur ce sujet-là. Et nous, on pense vraiment que sur tous les sphères de la société, la coopération, elle est nécessaire, que ça soit dans le monde économique, politique, social, culturel, etc. En parlant des jeunes, je salue Madame Margaté là. Ce projet-là, il a été porté et soutenu par Madame Margaté, l'ancienne maire, et Catherine Picard. Comme quoi, en fait, c'est pas du politique, c'est juste du bon sens. Il y avait un besoin et ça a fonctionné. Moi, je veux juste, à chaque fois que j'ai l'occasion, je m'en répète parce que c'est très important. Quand on parle des scopes, on parle toujours des scopes dans des situations de reprise, soit en difficulté, soit départ en retraite. Il faut expliquer que les scopes, on peut créer des scopes aussi. Et que, avant de faire des lois, il y a des acteurs. Les vrais acteurs, c'est ceux qui créent. Donc, et là, il n'y a pas d'étiquette politique, c'est vrai. Pour parler à des jeunes de comment ils peuvent créer leur emploi, il faut leur dire qu'on peut créer une scope. C'est un projet, on peut le créer, il suffit d'être deux. C'est le minimum qu'il faut. Donc, il faut rajeunir l'image quand on parle des scopes. On peut créer des scopes avec un modèle économique, en plus, dans un secteur marchand. Maintenant, est-ce que les SIC ou les scopes, c'est quoi le mieux? Ça répond à des besoins bien particuliers. Vous parlez de parties prenantes. Dans les scopes, par exemple, je prends l'exemple des scopes du BTP, on est dans une démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, où les parties prenantes s'impliquent dans l'entreprise, dans les scopes, par différents moyens, par des titres participatifs, par une collaboration pour répondre à des marchés, pour plein de choses. Il y a de l'intercoopération. Et cette intercoopération ne trouve son sens que quand il y a du bon sens et un intérêt commun pour aller de l'avant. Les CAE, tout à l'heure, pour compléter aussi, ça permet d'avoir un statut, mais de mutualiser aussi tout ce qui est la partie administrative, juridique, et aussi de pouvoir avoir une complémentarité de compétences pour pouvoir répondre à des appels d'offres. Le moins 10 ans, le plus 10 ans, ça marche pas vraiment. Ça marche pas du tout dans la réalité. Il y a une volonté, mais on est très loin dans la pratique. Les marchés, les services des achats ne donnent pas, sauf quand c'est spécifié où il y a un pourcentage, parce que maintenant on confie des volumes des gros lots. On veut plus séparer les petits lots. Donc c'est pas la réalité, mais c'est pas très grave. Il y a d'autres moyens de pouvoir arriver au modèle économique. Il faut vraiment insister sur, il y a différents types de statuts juridiques, mais c'est pas ça le plus important. Chaque statut répond à un besoin, et les personnes vont trouver le statut le plus adapté. Et souvent, on évolue, on passe de l'associatif, on passe à des cycles ou à des scopes.
Donc il y a une évolution des statuts. Oui, oui, tout à fait d'accord, y compris avec Aurélien. Je pense qu'effectivement, c'est pas du tout une discussion uniquement politique, mais on voit, par exemple, on a lancé le travail sur les pôles territoriaux de coopération économique. C'est-à-dire que non seulement on souhaite que les gens coopèrent ensemble, mais que les entreprises, associations, services publics et les autres entreprises coopèrent sur un même territoire. On a lancé ça il y a 6 ans avec le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, le réseau des territoires pour l'économie solidaire, qui est une association d'élus, CORAS, qui est un groupement d'associations d'insertion, et puis le MES et le Labo de l'économie sociale et solidaire qui a été créé par Claude Alfandéry. Juste 2 chiffres. Il y a eu 2 appels à projets lancés par l'État pour développer la coopération entre les entreprises, qui ont permis à une quarantaine d'entreprises de toucher 50 000 € par an pendant 3 ans. Ça représente une certaine somme. Rien pour les gens qui accompagnent, qui lancent, qui poussent les idées, il en faut. Vous êtes bien placé à Casaco. Dans un domaine voisin, il existe des pôles de compétitivité en France. Pour la recherche et le développement de ces pôles et compétitivité, dans la même année, il y a 0 pour la coopération, 480 millions d'euros pour la compétitivité des territoires. Alors évidemment, on joue pas complètement dans la même catégorie au niveau numérique d'emploi, puisque c'est ce qui permet d'évaluer des choses. Mais l'économie sociale et solidaire, puisqu'on est dans des chiffres, c'est 2 300 000 emplois en France. Je parle des emplois directs de salariés, je parle pas des emplois induits qui sont produits par les activités que vont faire des bénévoles dans les SIC, etc., etc. Dans les emplois directs, c'est autant d'emplois que dans l'automobile. Si l'idée de la coopération arrivait à récupérer 10% des aides à l'automobile, on irait beaucoup mieux. Alors, juste parce qu'il m'arrive d'intervenir assez souvent maintenant en fac, en fait, à l'université, pas au sujet spécifique des coopératives, mais sur l'économie sociale et solidaire. Et donc juste préciser 2 ou 3 trucs, parce que l'autre jour je me suis aperçu que j'arrivais en me disant tadam, les coopératives machin, et qu'à la fin des étudiants venaient me voir en disant mais en fait c'est quoi exactement, ça se caractérise comment, voilà. Non, juste 2 mots. Non, moi j'ai juste 2 mots à dire par rapport aux coopératives, c'est salarié, parce que quand on parle de statut, faut dire le statut de salarié, voilà, donc ça c'est important de le rajouter. Et deuxième chose, collectif. C'est pas un projet individuel. Moi, je me sens pas comme le fondateur ou la fondatrice de notre scope, parce que c'est forcément un projet collectif. Bravo. Juste peut-être tu voulais rajouter quelque chose, parce qu'on va juste tout petit mot. On peut aussi parler de la forme de propriété, parce que c'est quand même une des choses les plus importantes, c'est le fait que les bénéfices sont répartis entre des réserves impartageables qui vont servir à la coopérative le jour où elle a un investissement à faire ou un problème, et puis une part pour les salariés. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus les 10 ou 12 ou 15% retirés de bénéfices retirés pour des actionnaires, ça allège considérablement la gestion et ça permet une bien meilleure situation, conditions pour les salariés. Alors, remercier, tu voulais dire encore le dernier mot des derniers mots? D'ailleurs, il y a des études qui vont sortir sur la performance économique des coopératives. Juste pour revenir vraiment au-delà de l'aspect technique et politique, c'est juste de quoi? C'est l'apéro. Non, juste dire que en fait tout ça, la coopération, parce que le sujet c'est coopération contre compétition. Tout ça, ça part de l'individu en fait. Fondamentalement, ça part de l'individu et du quotidien, de comment on vit en effet avec les autres. Le fondement en effet, moi je le ressors assez souvent, ça c'est 2 visions de l'humain qui s'affrontent d'une certaine façon. Une vision en effet aristotelienne et hobbesienne, on va dire. Aristote, l'homme est un animal politique, donc l'homme est un animal social. Il a besoin des autres, il a besoin de coopérer avec les autres. Et l'homme est un loup pour l'homme de Hobbes. Donc l'homme est en concurrence avec l'homme.
Et juste ça, juste ce combat-là, entre guillemets, si on parle de combat, parce que qui n'est pas qu'un combat de politique de société, qui est un combat individuel, c'est peut-être la base de tout, même pour nous individus, pour après en effet fonder du collectif, pour après infuser les institutions, pour après que les élus, en effet, qui sont eux-mêmes des humains, puissent prendre ce sujet à bras le corps. Mais en effet, ça part de l'individu. Ça, je pense que c'est important de le rappeler, que nous-mêmes, on fait vivre la coopération tous les jours dans tous nos actes. Alors, cette histoire de mois de l'économie sociale et solidaire à Malakoff n'aurait pas pu se monter sans coopération. Donc, ce soir, merci à Casako de nous avoir accueillis. Merci à Exprime Press et aux amis de nous avoir accueillis dimanche soir, même si on a mis un peu le bazar. Mais c'était, on était très nombreux dans votre petit lieu, donc c'était un peu compliqué. Merci à la ville de Malakoff qui nous a, avec en particulier le service communication, qui nous a imprimé des affiches, des tracts mis en page par Irena et avec la maquette du CNCRES. Et puis là pour ce soir, l'association SoBD qui organise un festival de BD début décembre. Alors pas à Malakoff, c'est le seul reproche qu'on peut leur faire. Nous offre le champagne. Et puis Alice Kopp a aussi quelques petits produits. Donc on espère que l'année prochaine. Alors j'oublie aussi la Bourse du Travail qui nous a donné un gros coup de main avec sa superbe salle. On a été vraiment dans un travail très coopératif. On est parti de rien. Je sais pas où on est arrivé, mais enfin il y a à peu près 80 personnes qui ont participé à des débats pendant cette semaine à Malakoff. Voilà, bien. Ah si, il y a un truc assez rigolo qui nous est arrivé aujourd'hui. On va leur faire un peu de pub parce que il y a quelqu'un qui a vu dans nos invitations qu'il y avait un film qui parlait du Burkina Faso. Donc il y a une société. Tu as discuté avec eux qui est centralien malien, qui est devenu entrepreneur et qui donc a lancé cette boisson bis, qui est donc en effet une boisson africaine. Et donc dans l'idée du commerce équitable. Après, je sais pas trop ce qu'il y a derrière. Je suis pas allé vérifier en effet la production, etc. En tout cas, il a offert un carton. Donc allez-y goûter. Ça a l'air. De quoi? Ah non, il s'est pas trompé. Hein. C'était bien parce qu'il y avait un film sur la coopération en Afrique qui nous a offert un carton de sa boisson. Ah, ce n'est pas le même continent, Corinne. Eh ben, merci à tous, merci.